Voilà, ça a été parfait sur le premier exercice. Écoutez, c'est moins difficile que le basket. Oui, c'est vrai. Non, visiblement, vous êtes j'ai un essayé. vrai sportif, Badis. Je vous présente nos deux invités dossiers. Caroline de Blinière. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Millet, première marque naturelle bio et végane d'hygiène et d'hygiène intime aussi. On va y revenir. Et puis Julie Lebaquer. Bonjour. Bonjour. Alors Julie, vous vous occupez d'une marque, vous êtes fondatrice d'une marque qui s'appelle Chouette, Chouette Paris ou Chouette, marque de produits sains, biologiques, pour enfants, à destination des enfants véritablement. Tout à fait. Hein, Tout à fait. on est d'accord. Alors, on va commencer tout d'abord, puisqu'on parle de perturbateurs endocriniens, à rappeler, Caroline, ce que sont les perturbateurs endocriniens et où on les trouve généralement. Alors, les perturbateurs endocriniens sont des molécules qui vont interférer en fait avec nos hormones. Les hormones, c'est des grands messagers du corps qui interviennent à plein de niveaux. L'équilibre émotionnel, l'équilibre sexuel. Enfin, il y a beaucoup de réactions qui se passent avec les hormones. Et les perturbateurs endocriniens vont avoir la particularité de rentrer en compétition sur les mêmes récepteurs. Donc, pouvoir bloquer ou alors booster les hormones. Donc, en fait, ça va interférer avec le fonctionnement normal de l'organisme. C'est un truc à retenir. Ces perturbateurs, on en parle très souvent et depuis très longtemps. On peut les trouver dans les meubles, par exemple, dans certaines matières plastiques, mais on les trouve aussi, et c'est pour ça qu'on s'arrête sur la salle de bain aujourd'hui, dans bon nombre de produits qui sont les gels douches, les shampoings ou encore tout ce qui peut nous permettre de nous laver. Votre démarche avec Millet, ça a été laquelle pour essayer d'éloigner au maximum ces perturbateurs endocriniens? Alors nous, ça va même plus loin parce qu'on s'intéresse à l'équilibre hormonal féminin en particulier. Donc en fait, on veut voir les impacts de ces perturbateurs endocriniens sur l'équilibre hormonal féminin en général, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'impacts. Des hommes également, mais c'est vrai que 70% des perturbateurs endocriniens seraient des xénoestrogènes. Ça veut dire qu'ils vont plutôt imiter le fonctionnement des œstrogènes. Donc s'attaquer aux hormones féminines. C'est ça qui nous a intéressés. Après, en général, dans la cosmétique, c'est vrai que tous les produits qui restent en contact longtemps avec la peau, contrairement aux produits rincés comme les gels douche, vont avoir plus tendance à interférer justement niveau perturbations endocriniennes. Et c'est un petit peu le parent pauvre de la naturalité. Ce qui nous posait problème aujourd'hui, c'est-à-dire que même des labels ne proposent pas en fait un 100% sans perturbateurs endocriniens. On peut en retrouver dans des huiles essentielles, on peut en retrouver... Donc c'est un peu le côté compliqué. Et il y a un nouveau décret qui vient de paraître, justement, qui va obliger les industriels à afficher quand il y a des perturbateurs endocriniens, parce qu'on a beaucoup de mal à se repérer. D'accord. Alors vous, dans vos produits, est-ce qu'on peut arriver à 0% de perturbateurs endocriniens ou est-ce que c'est très compliqué aujourd'hui? Alors, c'est compliqué. On va dire qu'on peut arriver à 0% en l'état des connaissances actuelles. Il faut se rappeler que ça a commencé en 2019, les études sur les perturbateurs endocriniens. Donc en fait, tout récent. Voilà, il faut avoir l'humilité de se dire, on est en l'état de la connaissance des choses. On peut avoir, nous c'est notre approche, un côté zéro tolérance pour en avoir dans nos produits. Mais peut-être que demain, on va découvrir des nouveaux perturbateurs endocriniens parmi des molécules existantes. Donc aujourd'hui, on peut le faire. Alors, quel type de produit vous fabriquez, vous? Qu'est-ce que c'est votre cœur de métier, qu'on comprenne bien? Alors, nous, on fait des compléments alimentaires et des cosmétiques pour vraiment accompagner les femmes lors des phases de tempête hormonale. Donc, en gros, c'est de la puberté en passant par le postpartum, la périménopause. Au moment où il y a des changements dans le corps qui s'opèrent, qui sont liés aux hormones, on va essayer d'adoucir ces phases au niveau du confort mental, physique et de l'état et de la peau et des cheveux. D'accord. Donc, on a à la fois les produits cosmétiques et on a aussi des produits, des compléments alimentaires. Chez vous, pas de compléments alimentaires? Non, absolument pas. Uniquement des produits d'hygiène. Alors, c'est quoi l'idée de départ de la création de Chouette? Alors, l'idée de départ de Chouette, c'est en fait, c'est parti d'un constat très simple et personnel. Et je pense que bon nombre de familles ont remarqué ça. Moi, dans ma salle de bain, j'avais de plus en plus de produits cosmétiques, de plus en plus de bouteilles en plastique et souvent pour le même type de produit et avec des compositions qui n'étaient pas effectivement toujours très naturelles, avec voilà, des perturbateurs endocriniens ou des molécules pas forcément adaptées, notamment à mes enfants, aux enfants. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à travailler, à développer autour d'une gamme de soins cosmétiques d'hygiène, donc avec des produits qui allaient être plutôt rincés, à savoir des moussants, des produits, comment dire, des shampoings, des produits pour les mains, etc., ou des shampoings. Voilà.
Bon, alors je reviens sur les produits rincés, parce que vous avez, vous, des produits qu'on ne rince pas, des produits cosmétiques oui, que l'on va garder sur la peau, ça va être par exemple des crèmes. Comment on fait là pour être très attentif à ne pas avoir de perturbateurs? En fait, c'est vrai, c'est que ça, c'est quelque chose qui a été prouvé, c'est-à-dire que plus on reste longtemps en contact avec la peau, donc notamment les textiles, on en parlait, il y avait aussi des mobiliers et tout ça, plus ça va avoir une action endocrinienne. Sachant qu'il n'y a quand même pas d'effet de seuil. Donc c'est ça qui est difficile dans la perturbation endocrinienne. C'est une courbe en U. Parfois, on a plus de dommages quand on est sous-exposé ou surexposé que dans l'exposition moyenne. C'est pour ça que les perturbateurs endocriniens avaient été, on va dire, quelque part mis de côté parce qu'on avait sous-estimé les effets cocktails. Et aujourd'hui, on est en train de dire il faut en mettre de moins en moins de toute façon parce qu'on est bombardé de perturbateurs. Donc nous, c'est vrai qu'on a des soins intimes. On a des gels intimes, hydratants. On est sur tous les tabous féminins, en fait. Les variations d'humeur et notamment au niveau des produits intimes féminins. Moi, j'avais été très choquée de lire le marché il y a quelques années parce qu'il y avait plein de perturbateurs endocriniens ou de molécules néfastes avérées. Or, on est en contact avec les muqueuses. Donc, autant dire que c'est d'autant plus impactant pour l'organisme. Alors, normalement, la définition de la cosmétique, c'est que ça ne passe pas dans le sang. Mais dans les faits, on est sur du borderline puisqu'on est quand même sur des sujets de muqueuses. Donc, il y a d'autant plus d'études à faire autour et d'autant plus d'innocuité, de tests, de R&D à faire pour s'assurer qu'on fasse le moins de mal possible. Pour moi, c'est le minimum. Et puis après, effectivement, de toute façon, c'était des sujets extrêmement tabous. En fait, on n'en parlait pas. À la périménopause, on commence à en parler, mais c'était le dernier des tabous. Le postpartum, on commence à en parler. Mais toutes ces phases-là étaient très peu abordées. Même les chutes de cheveux d'origine hormonale, on en parlait beaucoup chez l'homme, très peu chez la femme. Or, c'est un sujet de plus en plus présent. Et on commence à s'intéresser à ça parce qu'il y a quelque chose d'épigénétique. On se rend compte qu'il y a de plus en plus, on parlait de cancer du sein, de cancer hormonodépendant, il y a une accélération des pubertés précoces. Là, je parle des phénomènes chiffrés. Et donc, on se dit, en 30 ans, s'il y a des choses qui s'accélèrent à ce rythme, il y a forcément quelque chose dans l'environnement. Je ne dis pas qu'on connaît tout et qu'on a tout étudié, mais il se passe quelque chose. Et donc, c'est cette menace invisible des perturbateurs endocriniens qui nous a particulièrement intéressés. Et vous faites partie des personnes qui cherchaient des solutions aujourd'hui en l'état actuel des connaissances. On le rappelle, puisque ça ne date que de 2019. Et on reverse 1% de notre chiffre d'affaires à une association qui est super, qui s'appelle l'ARTAC, et qui, justement, ce sont des médecins et chercheurs qui étudient les liens entre les cancers et les perturbations environnementales, dont les perturbateurs endocriniens. Voilà, alors chez vous, on travaille sur quel type de produit pour que ce soit le plus naturel possible? On est sur quoi? On parle de naturalité, mais ça veut dire Alors, oui, nous, c'est au-delà, par exemple, des labels. Déjà, c'est qu'est-ce qu'on ne met pas dans nos produits. Parce que ça paraît simple, mais c'est très compliqué d'être sur des parfums naturels, c'est-à-dire sans perturbateurs endocriniens, sans phtalates, qui sont très présents. Donc d'avoir des garanties de PAC aussi qui ont sans phtalates, donc aller beaucoup plus loin sur toutes ces garanties autour du produit, parce qu'on sait très bien qu'il y a des molécules chimiques qui peuvent finalement se transférer avec l'acidité, le gras d'un produit. Donc déjà, on évacue tous les ingrédients controversés ou les perturbateurs endocriniens suspectés à l'heure actuelle des produits. Et ensuite, on va vraiment mettre à chaque fois des plantes bio. Ah bah oui, moi j'ai fait 15 ans de dev là-dedans. Le but, c'est de ne pas faire de compromis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en plus, on s'adresse à des sujets, des besoins de solutions forts, en fait. On va parler de choses, d'un confort intime, on va parler d'un confort mental. Donc il faut absolument aller chercher les plantes aussi qui ont le moins de contre-indications. Et en micronutrition, ce qui est très compliqué, c'est qu'il ne suffit pas d'additionner des plantes entre elles. Il faut vraiment aller étudier loin la biblio pour voir s'il y a des contre-indications, des interactions. Donc c'est très important de creuser ça avec des comités d'experts. Et vous creusez ça dans notre région. Notre entreprise s'appelle Millet. Ça veut dire quoi en provençal, Millet? La bonne amie. La bonne amie, voilà, c'en est une. On va terminer avec vous, Julie. En plus de ce constat de perturbateurs endocriniens, vous avez dit qu'il y a eu beaucoup de flacons dans nos salles de bain et vous les limitez au maximum parce que vous travaillez à la fois sur du solide et sur du liquide. Et le solide, ça a cet effet de ne pas acheter 80% d'eau avec 20% de produits actifs. C'est ça l'idée? Tout à fait. C'est le solide. Il n'y a pas d'utilisation d'eau dans la fabrication de la formule. C'est transportable, nomade. Et il y a autant d'utilisation dans un petit pain de savon de shampoing, solide, que dans une grosse bouteille. Donc, voilà. Donc comment ça se présente chez vous, les produits?
Alors celui-ci, c'est donc notre shampoing solide, Ouais. qui est un shampoing bio. Il se présente sous un format de galet. Et c'est un shampoing, vous mouillez vos cheveux, vous appliquez le shampoing, ça mousse, vous rincez et voilà, c'est parfait. Alors, je vois Il est à aussi... l'huile de jojoba. Je vois aussi qu'il y a un flacon, là. C'est un flacon réutilisable? C'est-à-dire, on met quoi? On met de la poudre et puis ensuite on rajoute Alors, de l'eau? ce flacon est rempli, c'est un savon liquide pour les mains et pour le corps, qui est fabriqué dans les Alpes de Haute-Provence. Du coup, il est vendu rempli. Nous, on travaille actuellement sur des solutions de recharge pour que les clients justement puissent conserver leurs flacons vides et recharger ensuite le produit. Et ce sont des produits, et je terminerai là-dessus, qui ont les mêmes vertus que des produits qui pourraient être avec perturbateurs endocriniens, par exemple. Alors là, on est sur une gamme pour enfants. Du coup, on est vraiment sur des restrictions réglementaires assez importantes. Le sujet, c'est les perturbateurs endocriniens. Donc évidemment, il existe une liste de toutes les façons. Les parabènes, les MIT, les phtalates dont on a parlé. Ça, il n'y a pas le droit de les utiliser. Après, comme le précisait Caroline, on est vraiment dans une démarche où le travail, c'est le haut de l'iceberg. Donc, c'est de perfectionner à chaque fois les formules et surtout d'avoir cette honnêteté intellectuelle, d'être au plus proche de ce qu'on peut faire avec les connaissances actuelles. Je rajoute juste que les perturbateurs endocriniens, il y a des phases de vie au moment desquelles ils vont être beaucoup plus forts. Notamment, on a identifié que la grossesse, la tendre enfance, les 5 premières années de l'enfant, la puberté, sont des moments où on est beaucoup plus sensible. Donc, on est plus perméable. Exactement. L'organisme absorbe. Donc c'est vraiment dans ces phases-là où il faut être plus vigilant avec nos ados, avec les enfants, à se préserver de ça. Merci beaucoup pour ces infos. On aurait pu en parler pendant très longtemps, mais en tout cas, on a compris qu'ici, dans notre région, vous faisait attention avec des entreprises comme les vôtres à protéger notre santé en général. Merci.